Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Huard-Pelletier et j'ai l'honneur de vous introduire Philippe et sa présentation d'aujourd'hui qui s'intitule Capacité à répéter des sprints au hockey sur glace, la relation entre la consommation maximale d'oxygène, la vitesse de patinage et la fatigue. Bon visionnement tout le monde. Merci Vincent pour la présentation. J'ai joué au hockey pendant 12 ans au niveau élite dans ma région en Abitibi-Témiscamingue. Je suis présentement étudiant à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'UQAM. Je suis également propriétaire de ma propre compagnie d'entraînement et de préparation physique Perfo Elite et je suis également co-animateur du Dans l'Enclave podcast qui est un podcast 100% hockey. On y reçoit tant des joueurs actuels d'NHL, des joueurs juniors, des joueurs AHL. On reçoit des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, donc pas mal de professionnels qui gravitent autour du hockey, puis qui donnent leur opinion sur divers sujets ou sur l'utilité de leur service en fait chez les joueurs de hockey. Donc c'est super intéressant tant pour les joueurs, les entraîneurs, les préparateurs physiques, mais également les parents. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc concernant ma présentation, petite introduction de la physiologie du hockey, plus précisément du système cardiovasculaire qui se divise en fait en deux groupes, donc le groupe anaérobie et le groupe aérobie. Ici, c'est deux systèmes complètement différents en fait, mais qui vont travailler l'un avec l'autre. Donc le système anaérobie, c'est un système en fait qui va être utilisé à haute intensité sur une courte période de temps. Donc, dans le cas des joueurs de hockey, dans les sprints et dans les stop and start principalement. Au niveau du système aérobie, c'est un système qui va en fait, on va parler beaucoup plus de consommation d'oxygène. Donc, consommation d'oxygène qui veut également dire récupération, mais qui va nous permettre également de venir récupérer entre nos périodes, mais entre nos shifts en tant que tel, mais également de venir aider le système anaérobie. Donc, en fait, plus que ton système aérobie va être bon, puis qu'il va être travaillé, mieux que ton système anaérobie, en fait, tu vas pouvoir faire des stop and start beaucoup plus longtemps, mais également beaucoup plus rapidement dans le temps. Donc, tu vas avoir besoin de moins de récupération entre chacun de tes sprints. Donc, ça n'est pas négligé en fait comme système. Au niveau du but hypothèse de notre étude, notre but était de en fait évaluer la relation entre la consommation d'oxygène, la vitesse de patinage et la fatigue en effectuant des sprints répétés sur glace en utilisant le test de Peterson. Donc, le test de Peterson, ici, donc au niveau de la méthodologie, on voit que on commence dans le cercle de mise au jeu d'une des deux zones. On commence ça, on va freiner à la ligne bleue, la première ligne bleue qu'on rencontre. On va ensuite de ça freiner au crease du gardien, en fait, dans le coin opposé de notre départ. On revient, on fait un sprint qui traverse la patinoire au grand complet. On fait les croisés au complet du cercle de gauche. Ensuite de ça, le demi-cercle en croisé de droit pour finir en plein milieu de la glace. Donc, notre protocole va comme suit. On a fait 5 sprints maximaux. Tous les départs ont été faits à tous les 120 secondes. Donc, ce qui veut dire que si ça prend 30 secondes de faire le parcours, on a 90 secondes de repos. Si ça te prend, disons, 10 secondes le parcours, bien, on a 110 secondes de repos avant ton deuxième essai et ainsi de suite jusqu'à 5 sprints. La distance du parcours est de 141,5 mètres au total. Donc, comme on peut voir ici, c'est un test, donc un parcours qui est super intéressant. On a des arrêts départ des deux côtés. On a également un sprint qui fait tout le long de la patinoire. On a même des croisés dans les deux directions. Donc, ça simule un petit peu là, un shift, une présence sur la glace. Donc, c'est une des raisons principales pourquoi on a utilisé ce test-là, en fait, pour notre étude. Chaque participant ici ont porté ce masque. Donc, ce masque avec une ceinture, puis l'appareil dans le dos. Donc, ici, c'est un analyseur respiratoire et également qui mesure la fréquence cardiaque. Donc, il s'appelle le K4B2, en fait. Puis, ça ici, ça analyse notre consommation d'oxygène. Donc, on a eu toutes les mesures, en fait, qu'on avait besoin avec ça. Et au niveau des temps, on a utilisé des systèmes de porte à cellules photoélectriques, en fait, aussi appelés timing gate, qui nous permettaient d'avoir des temps à divers endroits. Donc, si on revient en arrière, on peut voir que notre première gate, nos premiers lasers étaient au départ. Ensuite de ça, on avait à la ligne bleue, à la ligne rouge et à la ligne rouge pour la fin du parcours. Donc, on avait divers segments de temps qui nous permettaient en fait de faire plusieurs analyses avec ceux-ci. Au niveau des résultats, donc caractéristiques des sujets, on a eu 10 participants pour l'étude. Leur âge moyenne, 20 ans. Ils ont tous joué auparavant dans l'élite au hockey.
On peut voir également que l'index de fatigue moyen était de 4,81%, ce qui veut dire qu'entre le sprint 1 et le sprint 5, on a eu une diminution de, en moyenne, 4,81% au niveau du temps du parcours. Le temps moyen de parcours, 24,80 secondes. Au niveau de la LNH, on se situe pas mal plus au niveau du 21 secondes. Donc on peut voir que un 3 secondes sur ce genre de parcours-là, ça fait une bonne différence. Donc le meilleur temps a été de 23,73% et la vitesse moyenne 5,73 mètres par seconde. Et également au niveau du pic de VO2, donc la consommation la plus élevée de VO2 pendant les parcours, en moyenne a été de 33,10 ml par kg par minute. Plus tard, on va voir est-ce que c'est un bon chiffre, est-ce que c'est un moins bon chiffre. Donc, on va en parler plus en détail. Premier graphique, on a sorti ici la relation entre le pic de VO2 et la vitesse moyenne de patinage. Donc, ici, on peut voir qu'avec la petite courbe en orange-rouge, on peut voir qu'il y a une augmentation, donc qui a une bonne relation en fait quand même. Donc, on peut en conclure en fait que la vitesse de patinage, plus qu'elle est élevée, plus que le pic de VO2, donc plus que la consommation d'oxygène va être élevée. Donc ici également, si on regarde dans la littérature, pas mal tout va venir appuyer ce qu'on vient de trouver en fait avec l'étude. On y a également ressorti une équation de régression. Donc comme on peut voir dans le coin inférieur droit du graphique, on a ici Y qui représente le pic de VO2 qui est égal à 5,9845 fois la vitesse de patinage en mètres par seconde moins 1,2122. Donc ici, si disons on remplace le X par la vitesse moyenne de patinage, on va pouvoir prédire le pic de VO2. Ici, il faut faire attention, ce n'est pas une prédiction à 100% exacte. On a un R carré qui vient nous dire que la vitesse de patinage joue un rôle à 20,37% sur le pic de VO2. Donc ce qui veut dire qu'il y a un 80% qui reste à expliquer pourquoi on obtient un certain pic de VO2 comme ça. Ça peut être l'âge, ça peut être la technique de patinage, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent venir rentrer en ligne de compte. Mais si on n'a pas beaucoup d'équipement pour tester, puis qu'on veut obtenir ce genre de données, donc le pic de VO2, ça peut être super utile d'avoir la vitesse de patinage pour pouvoir la prédire quand même. Puis également, on sort avec une valeur P, donc de 0,01, qui veut dire que ce qu'on a trouvé est significatif, donc est véridique. Prochain graphique, on obtient ici la relation entre le pic de VO2 du dernier essai avec l'index de fatigue. Donc, on a plus 50 points, on en a présentement juste 10. Donc, c'est une des raisons également pourquoi, bon, il n'y a pas beaucoup de points sur la courbe, mais également qu'on a une valeur P qui n'est pas significative malheureusement, mais qu'on obtient quand même une bonne tendance au niveau de la courbe. Donc, ici, on peut voir qu'on a également sorti une équation de régression, je vais revenir un petit peu plus tard, mais qu'on peut voir ici, on observe que l'index de fatigue, plus qu'elle augmente, donc plus qu'on est fatigué, moins que le pic de VO2 est élevé, donc au niveau du dernier sprint. Ce qui veut dire que plus qu'on est fatigué, moins qu'on est en mesure de consommer de l'oxygène. Donc ici, petite équation de régression, Y, donc je vais vous épargner l'équation, mais en fait, ici, ça vient nous sortir que l'index de fatigue joue un rôle à environ 20% du pic de VO2. Donc, prochain graphique ici, super intéressant celui-là, donc tant pour les entraîneurs que les préparateurs physiques. Donc, la relation entre le pic de VO2 et le temps du sprint en secondes. Donc, pas obligé d'avoir des timing gates pour mesurer le temps, donc juste un bon vieux chronomètre, puis vous allez être en mesure de pouvoir prédire quand même le pic de VO2 de vos athlètes ou de vos joueurs. Donc ici, on peut voir qu'il y a quand même une très bonne tendance qui vient montrer que plus que tu prends du temps à faire ton parcours, donc plus que tu es lent en général, plus que ton pic de VO2 va être diminué. Donc en fait, plus qu'il va être bas, ce qui veut dire que plus qu'on est lent, moins qu'on est en mesure de mesurer un pic, qu'on est en mesure de consommer de l'oxygène. Puis si on regarde ça dans un autre sens, c'est que normalement, plus que la personne est lente, moins que le système cardiovasculaire ou anaérobie va être bon. Donc, il vient encore une fois valider tout ce que j'ai parlé dans l'introduction, que la consommation d'oxygène, le pic de VO2, le VO2 max, est hyper important au hockey. Puis, ici, il vient nous indiquer, en fait, plus que le monde a des pics de VO2 élevés, donc plus qu'ils sont en mesure de consommer de l'oxygène, plus que leur temps est bas.
Donc ici, l'équation de régression qui est en fait à retenir, c'est que le Y, donc le VO2 peak, est égal à moins 1,379 fois le temps en secondes, plus 67,279. Donc ici, on remplace le X par le temps et on va obtenir le VO2 peak. Ici, cette petite corrélation-là est expliquée en fait avec un R carré de 21,15%. Donc, le temps du parcours explique à 21,15% le VO2 peak. Donc, encore une fois, il y a environ un 79-80% qui reste à expliquer, qui peut être plusieurs autres facteurs. Et on obtient une valeur significative de 0,01. Donc, valeur P 0,001 qui nous indique en fait que ce qu'on a obtenu est significativement correct. Donc, au niveau de l'application pratique, on peut en conclure que la capacité aérobie ne doit pas être négligée au hockey puis qu'elle représente environ 20% des performances sur glace. Donc, quand même, là, si on est capable d'aller chercher une certaine capacité aérobie optimale, ben, on a un 20% de performance déjà d'expliquer puis d'améliorer. Ensuite de ça, il y a tout le temps le côté technique et ainsi de suite qui vient bonifier, donc à 80%, encore une fois, la performance sur glace. Donc, ici, petite équation à retenir, c'est l'équation, la dernière que j'ai présentée, en fait, qui va venir prédire le pic de VO2 avec le temps du parcours. Donc, juste seulement besoin d'avoir un chronomètre. Vous commencez à chronométrer au départ et vous finissez à la ligne rouge centrale, puis vous obtenez votre temps. Et ensuite de ça, à partir de là, vous allez obtenir votre pic de VO2. Donc, super intéressant comme formule. Donc, ça se fait super bien également avec des joueurs. Ici, donc, pour revenir à ce que je disais au début, OK, est-ce que 33 c'est bon comme valeur? Est-ce que 42, ainsi de suite? Ce qu'on a observé, en fait, dans la littérature, mais également avec des mesures que mon professeur a prises durant les 20 dernières années chez les professionnels, ce qu'on a observé, en fait, c'est que la capacité aérobie, à partir d'un certain point, donc un certain seuil, elle ne joue plus vraiment un grand rôle sur la performance. Puis, ce seuil-là est de 55. Donc, ce qui veut dire qu'un coup tu atteins 55, ça ne sert plus vraiment à grand-chose d'aller améliorer encore plus parce que tu n'amélioreras pas, en fait, tes performances sur glace. Donc, travaille sur d'autres aspects. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait, disons, un VO2 de 60, ben, il ne sera pas nécessairement meilleur que lui qui a 55 ou 56. Même chose que quelqu'un a 70 de VO2 ne sera pas nécessairement meilleur que quelqu'un qui en a 55 ou 60. Mais à l'inverse, si quelqu'un en a, disons, 55, puis que l'autre personne en a 40, là, on va pouvoir observer des différences de performance sur glace. Donc, vraiment, le seuil à aller chercher est de 55, plus ou moins, pour atteindre, disons, le fameux 20% de performance qui explique sur glace. Donc, sur ça, je vous remercie grandement de votre écoute. Je remercie également l'équipe du Summer Hockey de m'avoir permis de donner la chance, en fait, de pouvoir présenter mes résultats de recherche ici. Donc, pour ceux qui ont qui veulent plus d'informations ou qui ont des questions, donc je vous laisse ici mes coordonnées, donc mon LinkedIn qui est mon nom complet, mon Instagram qui est philipperoy.perfoélite et également mon courriel roy.philippe@hotmail.ca. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, encore une fois, un grand merci de votre écoute.